Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre nouveau rendez-vous de géologie, je vous invite à partir virtuellement en Écosse pour découvrir Siccar Point, situé à une cinquantaine de kilomètres à l'est de la capitale Édimbourg. Siccar Point a permis en juin 1788 au géologue écossais James Hutton de démontrer que l'âge de la Terre était bien plus ancien que celui communément admis à l'époque. Comment l'observation et l'étude d'un simple promontoire rocheux dominant la mer du Nord a-t-il permis à James Hutton de remettre profondément en cause l'âge de notre planète? Pour trouver un début de réponse, étudions tout d'abord attentivement l'affleurement géologique de Siccar Point. On observe au premier plan des strates, nom donné en géologie à des couches de roches d'origine sédimentaire. Elles sont plutôt de couleur grise et dressées verticalement. Au-dessus de ces strates, on observe un ensemble de strates de couleur rose qui sont quant à elles plutôt horizontales. Si on observe maintenant en détail la zone de contact entre ces deux ensembles, on remarque au moins deux éléments intéressants. Tout d'abord, les strates de couleur rose reposent directement sur celles de couleur grise. Pourtant, elles présentent une inclinaison totalement différente. En géologie, on parle de discordance angulaire. Ensuite, la surface de discordance n'est pas rectiligne, comme indiqué sur l'image que vous venez de voir. Elle présente au contraire des variations de surface, traduisant une érosion des strates situées en dessous avant le dépôt de celles situées au-dessus. Cette discordance traduit donc ce qu'on appelle en géologie une lacune sédimentaire, c'est-à-dire qu'elle marque non seulement une absence de sédimentation, mais surtout une disparition par altération puis érosion de strates sédimentaires. Pour résumer nos observations, voici le croquis de l'affleurement réalisé en 1788 par Sir James Hall, l'une des deux personnes qui accompagnaient James Hutton lors de son étude géologique de Siccar Point. On identifie bien, d'une part, les strates dressées verticalement et celles quasi horizontales situées au-dessus. D'autre part, la discordance angulaire marquant la séparation entre ces deux ensembles. Tentons maintenant de reproduire avec du matériel disponible dans une cuisine l'affleurement de Siccar Point. Pour réussir ma recette géologique, j'ai besoin d'un robinet de cuisine disposant d'une douchette ou, à défaut, d'un pistolet d'arrosage de jardin, d'un rouleau à pâtisserie, d'un emporte-pièce de forme rectangulaire, de colorants alimentaires rouges, des éléments habituels, balance de cuisine, récipient à bord eau, verre mesureur, farine, sable bien sec pour fabriquer notre fameuse et maintenant célèbre pâte à sable. Pour reproduire la disposition des roches observées à Siccar Point, il nous faut procéder par étapes. D'après le principe de superposition énoncé en 1669 par Nicolas Steno, anatomiste, évêque et géologue d'origine danoise, l'ensemble du dessous a dû se former en premier. De plus, d'après le principe d'horizontalité primaire des couches sédimentaires, toujours énoncé par Nicolas Steno en 1669, les strates du dessous, actuellement verticales, étaient, lors de leur mise en place, horizontale. Pour reconstituer le premier ensemble,
J'empile donc les couches de pâte à sable. À Cedar Point, il s'agit de sédiments qui se sont déposés au fond d'un océan et qui se sont progressivement transformés en roches. Pour donner maintenant à cet ensemble leur disposition verticale, il me suffit de faire pivoter l'ensemble de près de 90 degrés. À Cedar Point, après que les strates se soient mises en place horizontalement, elles ont été affectées par des mouvements tectoniques de compression qui ont généré au fur et à mesure des plissements, inclinant progressivement certaines parties des strates jusqu'à la verticale. Ces mouvements tectoniques importants ont même conduit l'immersion des strates, les rendant ainsi sujettes à l'altération et à l'érosion. J'utilise maintenant le pistolet d'arrosage de jardin afin de justement modéliser l'altération puis l'érosion partielle des strates. À Cedar Point, ce sont bien évidemment les conditions météorologiques qui régnaient à l'époque qui ont, sans doute sur des milliers voire des millions d'années, provoqué l'altération et l'érosion des roches. Après durcissement de la pâte à sable, pendant quelques heures, je peux maintenant reconstituer l'ensemble du dessus. Pour cela, j'empile quelques couches de pâte à sable préalablement colorée en rose à l'aide de colorants alimentaires rouges. À Cedar Point, c'est le retour progressif à un milieu aquatique, fluviatile et lacustre qui a permis la reprise de la sédimentation et la formation progressive de ces nouvelles strates. Tout à l'heure, nous avions observé que l'ensemble supérieur n'était pas tout à fait horizontal. Pour lui donner son inclinaison actuelle, je découpe en biseau la pâte à sable du dessous. À Cedar Point, ce sont bien évidemment à nouveau des mouvements tectoniques, mais cette fois-ci bien plus faibles que les précédents, qui ont provoqué progressivement une légère inclinaison de l'ensemble. Dernière étape, pour donner à notre réalisation l'aspect actuel de l'affleurement de Cedar Point, altérer et éroder l'ensemble du dessus. Pour cela, je reprends mon pistolet de jardinage pour modéliser une altération et une érosion partielle des strates du dessus. À Cedar Point, c'est l'immersion des strates qui a rendu possible l'altération et l'érosion progressive des roches. Un jour plus tard, après séchage et cuisson de la pâte à sable, voici le résultat de la reconstitution. Plutôt ressemblant, non ? Ainsi, 6 étapes ont été nécessaires pour réaliser une reproduction plutôt fidèle de l'affleurement géologique de Cedar Point, tel que nous pouvons l'observer aujourd'hui. Les données géologiques actuelles nous permettent de savoir maintenant que les sédiments formant les strates grises du dessous se sont déposés au Silurien il y a près de 435 millions d'années. Les sédiments formant les strates roses du dessus se sont quant à eux déposés au Dévonien il y a près de 370 millions d'années. La discordance angulaire témoigne donc d'une lacune sédimentaire de près de 65 millions d'années, c'est-à-dire la durée qui nous sépare de la célèbre crise Crétacé-Paléocène, qui a vu, entre autres, la disparition de tous les dinosaures, à l'exception bien sûr des oiseaux. Bien que James Hutton n'avait aucune idée de ces datations et qu'il n'a avancé aucune estimation de l'âge de la Terre, l'interprétation qu'il a faite de Cedar Point repousse nécessairement l'âge de la Terre à plus de 6000 ans. Âge qui à l'époque était admis par tous,
Cet ordre de grandeur avait été déduit par de nombreux érudits et savants d'une lecture précise et rigoureuse de la Bible. En témoigne cette Bible anglicane publiée en 1853 qui mentionne clairement que la Genèse, c'est-à-dire la création par Dieu de la terre, a eu lieu 4004 années avant la naissance de Jésus-Christ. Le dimanche 22 octobre de l'an 4004 avant Jésus-Christ, à 21 heures, aurait même affirmé James Ussher, théologien anglican. Cette analyse a été réalisée également par Christophe Colomb, Mercator, Johannes Kepler ou encore Isaac Newton. Ils ont tous confirmé, eux aussi, que la Terre s'est formée il y a près de 6000 ans. Une durée qui peut maintenant nous sembler ridiculement faible au regard de la durée nécessaire pour former, altérer ou éroder des strates, et plus encore pour former des chaînes de montagnes, des vallées ou des océans. On peut donc aisément comprendre que dans le contexte culturel de l'époque, les idées révolutionnaires de James Hutton furent rapidement oubliées. Elles furent actualisées plus de 30 ans après sa mort par le Britannique Charles Lyell dans son livre Principes de géologie, publié en 1830. Ce livre, qui a notamment accompagné de 1831 à 1836 le jeune Charles Darwin lors de son tour de monde de 5 ans à bord du HMS Beagle. Influencé par cette notion de temps long, Charles Darwin proposera lui-même dans les éditions de 1859 de l'origine des espèces une estimation de 300 millions d'années pour l'âge de la Terre en se basant sur la géologie de la Wild Valley dans le sud de l'Angleterre. Une durée compatible, selon lui, avec l'évolution biologique et les lents processus nécessaires à la théorie qu'il venait alors de proposer, celle de la sélection naturelle. On voit bien, comme l'a affirmé Arthur Eddington, astrophysicien, que le temps est la suprême loi de la nature. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences scientifiques et d'ici là, restez curieux et prenez bien soin de vous.